L'exemple le plus courant, c'est la mère qui a une maladie quelconque, qui doit prendre un médicament. Dans l'immense majorité des cas, le médecin va lui dire je vous donne ce médicament, mais vous ne pouvez pas allaiter pendant que vous prenez ce médicament, donc vous arrêtez d'allaiter, temporairement ou définitivement. Alors qu'en fait, il est rarissime de devoir arrêter parce qu'on doit prendre un médicament bien précis. Pour l'instant, la seule classe de médicaments pour laquelle il n'y a aucun médicament qui est compatible avec l'allaitement, ce sont les antimitotiques, qui sont les médicaments qu'on prend en cas de chimiothérapie anticancéreuse. Dans toutes les autres classes de médicaments, il y a au moins un, et souvent beaucoup plus d'un médicament qui est compatible avec l'allaitement. Le problème, c'est que si on regarde les notices des médicaments, ils sont pratiquement tous déconseillés en cas d'allaitement, alors que c'est faux. Il y a un site qui est accessible à tout le monde, et notamment aux médecins, mais que peu connaissent, qui s'appelle lecrat.fr. Donc c'est le site du CRAT, qui est le centre de recherche sur les agents tératogènes, qui donne l'information sur la compatibilité des médicaments avec la grossesse et l'allaitement. Des fois, en plaisantant un peu, je dis que chaque fois qu'on dit à une mère « vous ne pouvez pas allaiter parce que ceci, parce que cela », dans 99 cas sur 100, c'est faux. Voilà, il suffit de savoir où trouver l'information et le soutien. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de mythes ou de clichés qui circulent autour de l'allaitement et qui, effectivement, peuvent empêcher certaines femmes même de tenter la chose, quoi. Donc, quand il y a eu des sondages, des enquêtes faites sur le sujet, les raisons que donnaient les femmes pour ne pas allaiter, en général, c'était sa fatigue, ça demande une grande disponibilité et je n'ai pas envie de ça. Ça fait mal parce qu'effectivement, elles ont pu entendre des récits d'allaitement douloureux autour d'elles. Le père ne peut pas participer. Il y en a aussi qui sont mal à l'aise avec l'idée d'avoir un bébé qui va toucher leur sein comme ça, de cette façon quand même très intime. Aujourd'hui, mes filles qui sont en âge de faire des enfants me disent qu'elles n'allaiteront pas. Moi, j'essaye de leur expliquer, mais les parents, on est souvent les plus mal placés. Et aujourd'hui, le système est fait pour que cette nouvelle génération n'allaite pas. Je pense qu'il faut faire confiance au fait que quand elles seront vraiment en situation, il y a beaucoup de femmes qui disent moi, quand j'avais 18 ans, déjà, je disais que je ne voulais pas d'enfant. Alors, c'est tout simple, hein. Et puis, les allaiter, bon... Si une femme vraiment n'a pas envie d'allaiter, la plupart du temps, elle ne va pas allaiter et je ne suis pas sûre qu'essayer de lui expliquer ceci ou cela va changer les choses. Il y en a des fois qui se décident sur la table d'accouchement, hein. Elles n'avaient pas du tout l'intention d'allaiter. On a fait même tout un numéro de notre revue Allaiter aujourd'hui sur le thème « Quand on ne voulait pas allaiter et qu'on l'a fait ». Alors il y avait tous les cas de figure. Il y en avait qui avaient changé d'avis pendant la grossesse. Tout d'un coup, le fait comme ça d'avoir un bébé qui grandissait dans leur corps et pour lequel elles faisaient attention à plein de choses pour que tout se passe bien, qu'il soit en meilleure santé possible, ça devenait évident pour elles qu'il fallait l'allaiter aussi, c'était dans la continuité. Il y en a qui ont changé d'avis sur la table d'accouchement au moment où le bébé est né. Vous savez, maintenant, en général, on met le bébé en peau à peau, hein, sur le corps de la mère juste après la naissance. En tout cas, on fait ça dans pas mal de maternités. Et on sait que le bébé, si on le laisse comme ça, il rampe et il se dirige vers le sein et éventuellement il le prend. Donc il y en avait une qui avait témoigné que ça s'était passé comme ça pour elle et que, le bébé, il avait vraiment choisi et elle a été convaincue comme ça. Il y en a d'autres qui ont changé d'avis quelques temps après, c'est-à-dire elles ont commencé à donner le biberon et puis je me souviens d'une par exemple qui a continué à avoir du lait
qui coulait alors que le bébé avait déjà peut-être 1 mois. Et puis un beau jour, elle s'est dit, mais c'est un peu bête quand même. Donc elle lui a proposé le sein, le bébé l'a pris et voilà. Après, bon, surtout les clichés qu'on a dit au début, si on doit les démonter un par un, il y a plein de choses à dire, c'est sûr. Bon, par exemple, sur le fait que ça fait mal, dans l'immense majorité des cas, si ça fait mal, c'est que l'allaitement ne se passe pas comme il devrait. C'est-à-dire que le bébé ne prend pas le sein dans la bouche comme il devrait le prendre. Ce n'est pas censé faire mal. Comme je dis, si ce n'était pas une activité non seulement pas douloureuse, mais également agréable, on ne serait plus là. Donc si ça fait mal, il faut trouver la cause. Il ne faut pas se dire ça va s'arranger tout seul. Bon, ça peut s'arranger tout seul, hein. Je connais des femmes qui ont eu mal pendant plusieurs semaines et ça a fini par s'arranger. Mais la plupart ne font pas ça, elles arrêtent avant. Donc c'est un peu dommage. Alors que la plupart du temps, il y a des solutions pour ne pas avoir mal. C'est donc un médecin américain qui a dit un jour que le bébé, quand il naît, il a besoin de 3 choses. La nourriture, la chaleur des bras et l'amour. Et c'est clair que l'allaitement permet d'avoir tout ça dans un seul package. Il y a maintenant beaucoup de gens, des anthropologues, qui estiment qu'ils naissent tous prématurés. Dans le sens où, si on compare un bébé humain à des bébés à des petits d'autres mammifères, je pense par exemple, je sais pas moi, un poulain, une antilope, qui se met sur ses pattes dans l'heure qui suit la naissance et qui commence à gambader, nous, il nous faut à peu près 1 an pour en arriver là. Et en fait, ce que disent les anthropologues ou les préhistoriens, ou tout ça, c'est qu'en fait, le fait qu'on se soit redressé pour marcher debout, et le fait qu'on soit un mammifère à gros cerveau, fait que si on essaie au même état d'achèvement, disons qu'un poulain ou qu'une antilope, on naîtrait effectivement 9 ou 10 mois plus tard qu'on est actuellement, et ça passerait jamais. Il faudrait une césarienne à tous les coups. Voilà. Donc la façon que la nature a trouvé pour quand même qu'on ne naisse pas toujours par césarienne, c'est de faire naître nos bébés prématurément. D'ailleurs, souvent les anthropologues appellent les bébés les premiers mois des fœtus ex utero. Ça dit bien ce que ça veut dire. Donc je pense qu'il faut vraiment considérer nos bébés les premiers mois comme ayant besoin un peu d'une prolongation de la grossesse, c'est-à-dire être nourris très souvent. Hein, je dirais, ils sortent de l'utérus en étant nourris en continu par le cordon ombilical. Donc là, ça suppose après un certain nombre de tétées, pas seulement 6 tétées par 24 heures, et puis beaucoup de contacts, de bercements, etc. C'est vrai que le sujet allaitement et travail, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps. J'ai toujours été persuadée qu'effectivement, dans la mesure où quand même pas mal de femmes reprennent un travail plus ou moins tôt, effectivement le congé de maternité, s'il pouvait être un peu plus long, ce serait mieux, mais bon, il est ce qu'il est. Et que si on voulait que l'allaitement, effectivement, soit plus généralisé et dure plus longtemps, il fallait que le message passe auprès des femmes qu'effectivement, on peut, sans être une superwoman, continuer l'allaitement après la reprise du travail. Et ça fait très longtemps que je le pense et que je travaille là-dessus. Et à la GoFam, on a fait un magnifique projet photo avec l'artiste Maria Laetitia Piantoni sur des femmes qui allaitent dans leur vie, dans leur quotidien, et puis des photos un peu symboliques par rapport à leur profession et leur allaitement, et chaque diptyque avec le bébé au sein. Et l'histoire des femmes qu'elle raconte.
Et donc ça, c'est un petit support qu'on délivre pendant la SMAM ou sur demande. Et voilà, l'idée, c'est de faire bouger les mentalités. On travaille aussi beaucoup avec les professionnels de la petite enfance qu'on a invités à faire des présentations lors des journées nationales de l'allaitement pour expliquer comment, en tant que professionnel de la petite enfance, on peut encourager l'allaitement en recevant les parents au moment de la grossesse. On peut leur dire, mais vous savez, vous pourrez allaiter. Nous, on pourra prendre votre lait et le donner à votre bébé quand vous ne serez pas là. Ou vous pourrez venir à la crèche allaiter votre bébé. Enfin voilà, tout ça, c'est des initiatives qui permettent aux femmes de se dire que peut-être elles peuvent le faire. Voilà. Mais si on ne sait pas que ça existe, on a du mal à choisir. Voilà. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse, me passionne depuis très très longtemps, depuis les années 80 pour tout dire. Donc, vous voyez, ça fait quand même un bail. Et dès cette époque-là, j'étais persuadée que si on voulait que l'allaitement soit plus généralisé en France et dure plus longtemps, il fallait que le message passe auprès des femmes qu'on pouvait reprendre le travail et poursuivre l'allaitement. Parce que le nombre de femmes en France qui reprennent un travail avec un enfant un peu plus grand qu'aux États-Unis, parce qu'il y a quand même un congé maternité, mais c'est un congé maternité qui n'est pas très 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 long, si on le compare par exemple à ce qui se passe dans les pays scandinaves. Si on reprend le travail quand le bébé a... à la fin du congé maternité légal, c'est 2 mois et demi. On peut essayer de tirer un petit peu pour aller jusqu'à 3 mois et demi, voire 4 mois. Mais c'est vrai que si on veut continuer l'allaitement, à ce moment-là, c'est possible. Et c'est important de le dire, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche. Et c'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus maintenant de femmes qui continuent l'allaitement après la reprise du travail. Et pour ça, il y a plusieurs façons de faire, évidemment. Disons qu'il y a ce que j'appelle 3 options qui ne s'excluent pas, bien sûr, l'une l'autre, qui peuvent être cumulées. Il y a le fait de continuer à allaiter le bébé quand on est avec lui, le matin, le soir, la nuit, s'il continue à téter la nuit, les week-ends, enfin, tous les jours où on ne travaille pas, on peut reprendre un allaitement exclusif. Il y a le fait éventuellement d'aller allaiter dans la journée, si le bébé est gardé assez près du lieu de travail, voire sur le lieu de travail. Dans les hôpitaux, par exemple, il y a des crèches dans les hôpitaux pour le personnel. Et 3e option, c'est tirer son lait pour que ce lait soit donné au bébé quand il est gardé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire tout ça ensemble. On a 2 messages qu'on essaie de faire passer par rapport à ça, allaitement et reprise du travail, et qui sont des fois un petit peu étonnantes pour la plupart des gens. C'est qu'on n'a pas besoin d'habituer le bébé au biberon avant de reprendre le travail, qu'il prendra le biberon a priori avec la personne qui le garde, ce que souvent il refuse de faire quand c'est la mère qui essaie avant, ce qui est logique, si on se met un tout petit peu dans sa tête, on ne comprend pas pourquoi la mère est là, le sein est là, et on veut lui donner quelque chose qui est quand même un peu moins bien, disons. Et puis, une fois qu'on a repris le travail, de garder toutes les tétées qu'on peut quand on est avec le bébé. La seule règle dans ce cas-là, c'est de se dire, du point de vue du bébé, je suis avec maman, je peux téter, maman n'est pas là, j'ai autre chose. De cette façon-là, il y a beaucoup de chances que ça marche. Alors qu'on entend quand même pas mal de femmes, des fois, qui disent « j'ai voulu continuer l'allaitement après la reprise du travail ». Et puis, au bout de 15 jours, c'était terminé, le bébé ne voulait plus. Et en général, quand on leur demande de raconter comment ça s'est passé, c'est parce qu'elles ont suivi le conseil qu'on trouve encore beaucoup dans les articles sur le sujet de « vous pouvez garder la tétée du matin et la tétée du soir ». Et en général, ça ne suffit pas à entretenir une lactation. Alors que si on garde plus de tétée que ça, et en plus si on tire son lait, vraiment, en général, ça marche à tous les coups, quoi. Alors ce soutien, on peut le trouver essentiellement auprès de ce qu'on appelle les groupes de mères, c'est-à-dire des associations de femmes qui, en général, ont elles-mêmes allaité et se sont formées pour aider les autres femmes à allaiter.
C'est ce qu'on appelle le soutien de mère à mère. Et selon l'OMS et l'UNICEF, c'est vraiment ce qui est le plus utile et le plus efficace comme soutien à l'allaitement. Donc la principale association de groupes de mères en France, c'est la Lecce League. Il y en a d'autres, il y a Solidarilait, il y a des petites associations locales qui sont toutes regroupées au sein de la COFAM, qui est donc la coordination française pour l'allaitement maternel. Et donc sur le site de la COFAM, on peut trouver toutes les adresses de ces associations. Un des messages phares de la COFAM, c'est de dire aux parents, renseignez-vous dès la grossesse. Sachez comment ça se passe, et de dire aux hôpitaux qui sont respectueux de l'allaitement, qui soutiennent, de dire aux parents pendant la grossesse de se rendre à des réunions de type de soutien de mère à mère, parce que enceinte, quand on voit de vrais bébés, de vrais parents qui vous racontent leur histoire, c'est quelque chose d'unique. On peut faire tous les cours qu'on veut, ça remplace jamais la vision et la narration de parents, et c'est quelque chose de précieux. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui travaille en réseau avec les professionnels de santé, avec les réseaux de périnatalité. On essaye de se coordonner le plus possible. Et quand les réseaux jouent le jeu et adressent les parents à des groupes de mères, eh bien, en général, ça va beaucoup, beaucoup mieux après. Voilà. C'est important de le faire dès la grossesse, même si effectivement beaucoup ne voient pas la nécessité de le faire à ce moment-là. Mais c'est vrai que s'adresser par exemple à une association comme la Lecce League, parce qu'on a un problème, bon, en général on va arriver à résoudre le problème, mais ce serait mieux de ne pas avoir eu le problème, de l'avoir évité. Et pour ça, le fait de s'être renseigné, d'avoir assisté à des réunions de groupes de mères avant l'accouchement, pendant la grossesse, ça aide à éviter un bon nombre de problèmes. Au niveau de Internet, je vais quand même prêcher pour ma paroisse, si je peux dire, parce que c'est vrai que le site de la Lecce League est quand même extrêmement riche, extrêmement fourni. Et voilà, il y a un certain nombre de femmes qui disent que le simple fait de pouvoir consulter le site, ça leur a suffi pour réussir à allaiter sans problème. Mais je voudrais quand même insister sur le fait que les rencontres en chair et en os, disons, c'est aussi très important. Parce que voilà, l'aide et le soutien virtuel, c'est bien, mais voilà, si on peut assister à des réunions de groupes de mères, notamment avant l'accouchement, où on verra justement des femmes en train d'allaiter, des bébés en train de téter, des bébés d'âge différents, ça aide aussi beaucoup.